C'est d'abord à l'école de danse Édith Toussaint qu'Annick Bissonnette a amorcé à 17 ans sa carrière professionnelle. Ses qualités physiques extraordinaires lui valent dès le départ les rôles principaux. Ses duos avec le danseur Louis Robitaille marqueront la mémoire collective. En 1989, elle entre au Grand Ballet canadien de Montréal et en devient première danseuse l'année suivante. Pendant 18 ans et sur toutes les grandes scènes du monde, elle sera considérée comme une des plus talentueuses interprètes de sa génération. Casse-Noisette, Les Sylphides, Gisèle et le Lac des Cygnes sont quelques-uns des ballets dont Annick Bissonnette a tenu les premiers rôles. Les plus grands chorégraphes contemporains comme Balanchine, Forsythe ou Killian ont créé pour elle nombre de rôles sur mesure. Même si elle a opté pour la retraite en 2006, elle continue de défendre sa discipline sur toutes les tribunes et son implication dans la formation de futurs adeptes de la danse confirme la mission qu'elle a toujours mise de l'avant. On ne peut mentionner tous les prix et les honneurs qui ont marqué son engagement à faire apprécier la danse partout et dans tous les milieux. Elle se raconte à Aline Apostolska. Ça commence en fait de manière, on commence par le tout début, n'est-ce pas? Donc par le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, de manière à voir au fil de votre biographie comment vous êtes devenu l'artiste que vous êtes devenu. Donc nom, prénom, date et lieu de naissance. Alors Annick, prénom Bissonnette, née le 9 février 1962. Jumelle. C'est ça, j'allais dire, c'est aussi la naissance de Sophie. De Sophie, exactement. Alors, Sophie est plus vieille que moi de 5 minutes. Alors, je suis le bébé de la famille parce que j'ai quand même une sœur de 4 ans de plus que moi, Chantal. Donc, on est 3 filles, nées à Montréal, nées dans la maison où j'habite maintenant. Ah oui? Oui, parce que je suis dans un duplex. Mes parents sont en bas. Moi, je suis née en bas et j'habite maintenant en haut. Papa, Jean Bissonnette, et maman, Denise, elle, parce qu'il gardait le nom Leroux, pour Leroux, Bissonnette. Et qui étaient vos parents, justement? Que faisaient-ils dans la vie? Mon père était réalisateur. Il a commencé comme réalisateur à Radio-Canada. Après ça, il a été producteur. Maintenant, il est à la retraite. Il a fait beaucoup de mises en scène, des mises en scène de Gilles Vigneault, Diane Dufresne, Céline Dion. Donc, moi, j'ai vécu quand même dans un milieu très artistique. Maman était au Musée des Beaux-Arts. Elle était en publication, directrice de la publication au Musée des Beaux-Arts, traductrice, directrice d'une maison d'édition aussi, la maison d'édition que Gilles Vigneault avait et qui a travaillé longtemps avec Stanquet aussi dans la maison d'édition d'Alain Stanquet. Oui. Mais oui, en effet, alors vous êtes tombé dedans en fait. Tout de suite, comme Obélix dans la marmite. Oui. Non pas que vous ayez quelques rapports avec Obélix, mais... Non. Mais grâce à papa, oui. Mais ce qui était très intéressant, c'est que papa vient du milieu, oui, artistique, populaire, mais pour moi, c'était important de toucher quand même un autre milieu. Donc, pour lui, la danse, il ne connaissait pas la danse. Il ne venait pas du milieu de la danse. Et je me rappelle, quand j'ai commencé à danser, pour lui, c'était quelque chose de nouveau. Et il a appris à aimer la danse et maintenant, il va voir beaucoup de spectacles de danse. Mais votre maman, quand même, le Musée des Beaux-Arts, c'est sûr que la danse contemporaine fait partie, en fait, des arts visuels où elle les contient, de toute façon, en tant que telle. Alors, exactement. Je trouve ça extrêmement intéressant, parce que c'est dans aucune de vos biographies qui commence généralement au moment où vous êtes où je commence à danser. Oui. Et c'est un des intérêts de la série que de pouvoir parler de l'enfance. Exactement. Donc, je trouve ça très intéressant que vous ayez été dès le départ au carrefour des arts et de différents types d'expressions artistiques
Et puis dans les années 60, qui sont les années de l'explosion, en fait, de la créativité québécoise, nouvelle, qui s'affirmait comme telle, et qui commençait à s'ouvrir aussi. Oui, oui. Mais pour moi, quand j'étais petite, c'était normal. Tout ce qui était télévision, théâtre, pour moi, j'ai vécu dans ça. Et, mais c'est important quand même, je me rappelle, et j'insiste, c'était important pour moi de me démarquer. Je ne voulais pas devenir une artiste à cause de papa. Mhm. Parce que j'étais tellement dans le milieu. Et c'est pour ça, probablement, que j'ai été en danse. Parce que c'était vraiment, pour moi, c'était important d'aller dans une discipline qu'ils connaissaient moins. Pourquoi était-ce si important? Bien, parce que je pense qu'on veut faire plaisir, on veut que nos parents soient fiers. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de devenir une chanteuse, premièrement, j'ai aucune voix, mais ou une actrice, ou travailler à la télévision. Parce que je pense que ça aurait été difficile à cause que mon père me regardait peut-être. Oui. Et je serais peut-être un petit peu plus critiquée. Tandis qu'en danse, c'était à moi. Même si C'était la mon danse métier rejoint, à moi. évidemment, Oui. la musique, le fait La que musique, oui. c'est du spectacle, Exactement. de l'art de la scène. Mais justement, avant de découvrir la danse, quand vous étiez au primaire, quelles étaient les matières qui vous intéressaient? Quelles étaient vos priorités? Puis vous, en fait, vous vous voyez comment? Je sais, quand je me rappelle, je voulais être dentiste. Je voulais... il y a tellement de métiers que je voulais faire, mais ça a été long avant que je décide de devenir danseuse. Hein. Ça a été, je pense que j'avais à peu près 15-16 ans. C'était comme 2 ans avant que je rentre dans une compagnie. Je faisais du ski. J'adorais le ski. Je voulais faire de la compétition en ski. Est-ce que j'aimais l'école? Pas vraiment. J'aimais pas du tout l'école. Mais j'étais vraiment, je voulais toucher à tous les métiers. Et en fait, est-ce que cet univers de l'école, pour vous, c'était fondateur par rapport à ce que vous aimiez lire, ou est-ce que vous préfériez plutôt les matières scientifiques ou les sports ou... Je pense que C'est un c'était mix de plutôt, tout ça. je réussissais bien à l'école, mais j'avais pas de matière que je préférais. Ça dépendait tout le temps du professeur. Si j'avais un professeur de géographie que j'adorais, j'aimais la géographie. Si c'était un professeur d'histoire, j'aimais l'histoire. Si c'était un professeur de mathématiques, ça dépendait Donc, c'était très vraiment. relationnel. Oui, Et vraiment par rapport. C'est resté très comme ça dans votre carrière à vous. Probablement. C'était très, Oui. très lié à Les des gens, personnes. oui, tout à fait. Ma vie, oui. Est-ce que je suis influençable ou je ne sais pas, mais pour moi, l'être humain est extrêmement important. Pas forcément influençable, mais en tout cas, la notion de la Oui. connexion et du Oui. partenariat est Oui. quelque chose qui a marqué certainement votre carrière. C'est vrai. Mais comment danser sans écouter l'autre? C'est pas Exactement. possible. Exactement. C'est vrai. Alors, justement, vous avez 10 ans avec Sophie, Oui. peut-être sans doute avec votre sœur aînée Chantal. En tout cas, vos parents vous emmènent voir Casse-Noisette pour Noël. Bien sûr, c'est la chorégraphie de Fernando. De Fernando. Et on va voir cet extrait. Alors, ce n'est pas cet extrait-là de cette époque-là, mais c'est Casse-Noisette dans lequel vous dansez, évidemment. C'est simplement pour dire qu'à l'âge de 10 ans, vous allez voir ce ballet. Oui. Et c'est ce qui va vous donner en fait envie De commencer. d'être sur la scène en train de danser Casse-Noisette. Exactement. Exactement. Donc, on va voir cet extrait-là et je voulais justement... Alors, ici, vous êtes dans la fédérale. Ça, c'est la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, oui. Oui. Alors que j'ai comment dansé beaucoup. Mais je me rappelle quand j'ai vu la première fois Casse-Noisette, c'était pas les danseurs qui m'avaient impressionnée, c'était les enfants. Et pourquoi j'ai commencé à danser, c'est parce que c'est de voir les enfants sur scène. Et je me suis dit, je vais être capable de faire ça.
Je vais être capable de faire ça. Et c'est comme ça que j'ai demandé à mes parents de pouvoir prendre des cours de ballet. Et j'ai commencé au Grand Ballet canadien, à l'école des Grands Ballets canadiens, qui était il y a longtemps sur la rue Queen Mary. Et étrangement, j'ai détesté ça. J'ai passé simplement 6 mois. Je me rappelle, en plein milieu des classes, je voulais arrêter, puis ma maman me disait, ça n'a pas de bon sens, Annick, quand on commence quelque chose, on le finit. Alors, j'ai dit, OK, j'ai juste passé 6 mois. Et ce qui est arrivé, c'est que j'étais à l'école Pierre-Laporte. Et dans ce temps-là, l'école Pierre-Laporte n'avait pas de danse. Mais il y avait des activités parascolaires. Et comme activité parascolaire, il y avait du ballet jazz. Donc, comme j'avais un peu de notion de danse, je me suis dit, je vais m'inscrire à cette activité. Et c'était Lise Bernier qui enseignait à l'école Pierre-Laporte. Et puis, tout de suite, elle m'a remarqué, puis elle m'a dit, mon Dieu, tu as du talent, tu devrais aller à l'école de danse Aidé Toussaint. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et, mais alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est important, parce que oui. C'est l'école que vous dirigez aujourd'hui. Oui, très étrangement. Je suis, en tout cas, ma carrière a été surtout en tant que ballerine. Oui. Mais j'aimais pas ça du tout. Ce qui était une classe de ballet, justement, qu'est-ce que vous n'aimiez pas? Je trouvais ça trop rigide. Trop rigide. Je sais pas, je me sentais pas bien. Alors que je sais qu'ensuite, bon, bien sûr, tout le monde a loué votre rigueur, la perfection de votre ligne, mais je me souviens aussi qu'on avait fait une entrevue justement au moment où vous avez pris votre retraite en 2006 et vous m'avez dit, de toute façon, je continuerai à aller à la classe. Oui. Donc ça veut dire que vous avez pris goût, parce que même n'ayant plus... Oui. Mais c'est grâce à un professeur que j'y ai pris le goût. C'est toujours, c'est vraiment... Encore une fois. Est-ce que Mme Chérieff était toujours en place? Ah oui, puisque... Elle était toujours en place, là, bien sûr. Oui, exactement. Et puis, étrangement, Sophie avait continué, elle, au Grand Ballet canadien. Et après ça, l'année suivante, à Pierre-Laporte, il y a eu la concentration danse qui a été fondée par Mme Chérieff à l'école Pierre-Laporte. Et c'est là que moi, j'ai quitté. D'accord. Pierre-Laporte, pour faire du jazz. Et c'est vraiment chez Aidé Toussaint. Alors, justement, aujourd'hui, bon, c'est vrai que ça a été tout à fait, c'est un pan essentiel de la danse québécoise. Bon, on a tendance aujourd'hui à ne plus en parler, parce que, bon, Aidé Toussaint a quitté, il y a eu différentes choses, mais ça a été, c'est important qu'on en parle, parce que c'est quand même toutes les années 70 et les années 80. Bien sûr, il y avait les grands ballets depuis 1947, mais ça, c'était autre chose. Quelle était la spécificité d'Aidé Toussaint et de son école, finalement? Quelle était cette différence que vous avez choisie? Bien, c'était la mode, hein? C'était la mode du ballet jazz. Dans le temps, moi, je me rappelle, c'est pour ça que j'ai commencé à danser le ballet jazz, puis c'est pour ça que j'aimais ça. On était environ 40 dans une petite salle sur la musique disco, la musique du temps, là. Et puis, il n'y avait pas cette... c'était fabuleux, fabuleux. Moi, je me rappelle, et rare, on ne voit plus ça maintenant dans des écoles, c'est que quand on sortait, quand on avait fini notre cours de ballet jazz, on rentrait dans le vestiaire et là, on cherchait nos vêtements. Parce que c'était des petits vestiaires, il y avait tellement de monde, puis il y avait une classe après l'autre. Et c'était... puis là, moi, première année de ballet jazz, puis après ça, Aidé Toussaint commençait son école et m'a dit, écoute, Annick, si tu veux, je peux t'offrir, j'ai été la première boursière, je peux t'offrir une bourse, mais à une condition, c'est que tu fasses des cours de ballet classique. Parce qu'il savait que la formation d'un danseur, c'est la danse classique. C'est le ballet classique. Et puis, il y avait Kamila Malachenko qui enseignait à l'école. Et j'ai dit, OK, on va commencer par une fois par semaine. Et j'ai commencé une fois par semaine. Et elle m'a vraiment fait tomber en amour avec
avec la danse classique. Alors, justement, là, on est à la fin des années 70. Vous dites que la première fois que vous décidez de devenir une professionnelle, vous avez 15-16 ans, donc c'est 77 à peu près, C'est 78. ça, exactement. 15-16 ans où là, vraiment, je m'aperçois que je fais tout par rapport à la danse, même quand je suis à l'école. Tout est en fonction de mon cours que je vais prendre. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de concentration danse. Oui, il y en avait une, mais moi, je n'étais pas là. Donc, je dansais le soir. Et tout était... Mon horaire était en fonction de la danse, de mon cours de ballet. Et même, j'attendais impatiemment le samedi, parce que le samedi, je n'étais pas obligée d'aller à l'école. Je pouvais passer toute la journée en studio. Et là, on avait des cours de pas de deux, des cours de répertoire, de points, de tout ça. Et puis, mais étrangement, j'étais tellement imprégnée de danse que c'était pas encore je pensais pas encore en faire un métier. Mais je ne faisais que ça. Et c'est vraiment quand j'étais dans une compagnie, quand je suis rentrée dans une compagnie, où là, je me suis rendu compte que oui, je pense que je vais en faire un métier. Mais j'étais déjà dans une compagnie. En effet, la compagnie Edith Toussaint était déjà une compagnie qui avait une certaine place internationale. Vous avez tout de suite commencé aussi à tourner. Mais il y avait notamment, parce que bien sûr, on ne peut pas parler de tous les ballets, donc on va prendre comme ça quelques points de repère. Bien sûr, il y avait cette chorégraphie Night Magic. Night Magic, oui, le film. Vraiment, bon, pour plusieurs raisons, en fait, je vous tends une perche. Oui. Pour plusieurs raisons, bien sûr, une chorégraphie très importante, puisqu'elle a été marquante à la fois pour votre vie personnelle et votre carrière, en fait. Et oui. là, encore une fois, c'est la connexion avec une personne aussi qui a été importante dans votre vie. Mais je pense, est-ce que vous parlez de Louis? Louis Robitaille? Je parle de Louis. Tout à l'heure, j'ai dit Louis, j'ai précisé 14. C'est ça, Louis XIV. C'est un autre. C'est ça, Louis Robitaille. Mais Louis Robitaille, ça a été pour moi une idole quand j'étais petite. Quand j'ai commencé à danser, Louis était déjà dans la compagnie, puis je me rappelle, je me disais toujours, un jour, je vais danser avec lui, un jour, je vais danser avec lui. Et tranquillement, à un moment donné, Edith Toussaint a commencé à chorégraphier le fameux pas de deux, un simple moment. Et en fait, il y a eu deux versions dans un simple moment. Et ça a été... Mais on n'était pas ensemble encore, Louis et moi. Mais c'était vraiment un partenaire tout à fait extraordinaire. Et j'étais quand même amoureuse de lui. Beaucoup amoureuse de lui. Mais c'est pas Night Magic. Non, j'ai vu que vous aviez été invitée à danser Night Magic, effectivement, à l'étranger, et même eu un prix. Vous vous êtes rendu compte que je connaissais mieux votre chorégraphie que vous. C'est ça. Mais si, ça vous est arrivé. Mais un simple moment, ça, vraiment quelque chose d'important, en effet. Ce dont je voudrais parler précisément, c'est quand même 10 années, parce que c'est de 79 à 89 que vous êtes dans la compagnie Edith Toussaint. Exactement. Bien sûr, c'est à la fois de la danse qu'on appelait moderne à l'époque, comme ça on mettait tout dans le même panier, mais il y avait du jazz. Il y avait du jazz, parce que c'est ça. Mais une formation classique avec aussi, bien sûr, une gestuelle classique. Je pense que le changement d'Edith Toussaint d'aller un petit peu plus avec les pointes, avec la danse classique, était un peu à cause de moi. Parce que j'aimais tellement la danse classique que finalement, que lui a changé tranquillement son style. Et puis, c'était le début des années 80 et ça a été vraiment... ça a été une école aussi pour moi quand même, le début de la compagnie. Pour moi, j'étais quand même, à 17 ans, j'étais quand même à l'école. Mais c'était dans le temps où les compagnies avaient le temps de former
ces danseurs. Maintenant, c'est plus la même chose. Hein. Maintenant, les compagnies peuvent pas, ont pas les sous et ont pas le temps pour former les danseurs. En plus, oui, en 83, je me marie en 86, mais en 83, Louis et moi, oui, on commence à être ensemble, mais on voyage beaucoup. On devient les premiers danseurs de Eddie Toussaint. On danse tous les ballets. Ça a été vraiment la dure école aussi, mais on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'en 88 où on trouve ça lourd, Louis et moi, d'avoir un peu la compagnie pas sur les épaules, mais c'était rendu où quand on engageait la compagnie Eddie Toussaint, dans les contrats, il fallait faire un simple moment. Et quand ça fait à peu près 8 ans que tu danses le même pas de deux, à un moment donné, tu as envie de faire autre chose. Mais ça arrive toujours aux danseurs qui sont des vedettes de la compagnie. Ça arrive toujours. Oui. Je voudrais qu'on voit maintenant des extraits, alors classiques, du classique, des grandes pièces du classique. Alors, on vous voit danser là, Gisèle, les Sylphides et le Lac des Cygnes. On va revenir après dessus. La raison pour laquelle je voulais qu'on en parle, là, vous les dansez dans le cadre des grands ballets. Oui. Mais moi, je voulais qu'on en parle au début, quand vous les avez dansés dans le cadre de la compagnie Eddie Toussaint. Oui. Alors, Gisèle, en fait, je l'ai appris en Russie. Ça, c'est Gisèle, la première partie. Ça, c'est Gisèle, oui. C'est le premier acte. Ça, c'était, je pense, en 98 avec les grands ballets. C'était au théâtre Denis Pelletier.
Alors, paradoxalement, d'abord vous allez apprendre Gisèle et danser Gisèle dans la version originale de Petit Pas, mais en plus chez les Russes. Chez les Russes, C'est une grosse gageure. Mais vous n'y allez pas avec la compagnie Eddie Toussaint. En vérité, Non. vous avez été invité à danser ce ballet. Exactement. En fait, j'étais avec invitée... Laurent Hilaire en plus, même pas avec... avec Louis Robitaille pour Gisèle. c'était avec Louis d'abord, Oui. d'accord. Oui. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un échange avec les Russes, avec le ballet d'Odessa et Eddie Toussaint. Donc, Louis et moi, on est partis pour aller d'abord apprendre le ballet Gisèle. Et ça a été vraiment une expérience. On a passé 3 semaines là-bas, une expérience extraordinaire. C'était en 88, donc extrêmement difficile. Les répétitions se font des fois le soir, des fois pendant la journée, parce qu'ils ont des spectacles presque tous les jours. Ils passent de Gisèle au Lac des Cygnes, à Don Quichotte, à tout le grand répertoire classique. Et on se fait des amis, même si on ne parle pas la langue. C'est ça qui est extraordinaire en danse. Hein? Partout où tu te retrouves dans des studios de danse avec des danseurs, même si on ne parle pas le même langage, on se comprend. Et ça a été vraiment, on s'est fait des amis. Et le directeur du théâtre, après 2 semaines et demie, nous a demandé de danser avec la compagnie, Gisèle et Albrecht. Et comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, nous ont offert les costumes. Et tous les premiers danseurs du ballet d'Odessa, pour nous faire plaisir, pour être avec nous sur scène, ont fait tous les petits rôles. Alors ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un des plus grands souvenirs que j'ai eus. Mais vous deviez être bon, par exemple. Je sais pas si on est... je sais pas, mais après 2 semaines, oui, on a dansé avec orchestre, sur scène, avec un public, parce que là-bas, bon, tout le monde va au ballet. Oui, hein? oui, oui. Tout le monde, c'est comme très, aller très populaire. C'est comme aller au cinéma. Ça coûte pas cher, d'ailleurs. Ça coûte rien, presque rien. Ça coûtait même moins cher pour eux d'aller au ballet qu'aller voir un film. Ah, oui, oui. Donc, ils sont habitués, ils voient différentes distributions. Moi, je vais vous poser cette question. Est-ce que c'est vrai qu'on apprend qu'on a été casté, comme on dit, choisi pour un rôle sur le babillard et comment est-ce que vous, qui avez, comme vous l'avez dit, vous étiez première danseuse déjà chez Eddie Toussaint, ensuite vous devenez première danseuse l'année qui suit votre entrée au Grand Ballet, etc., une très grande danseuse. Comment on le vit finalement? Comment est-ce qu'on vit la rivalité ou peut-être même la jalousie, ou en tout cas les relations avec les autres? Oui. Moi, j'étais quand même, bon, j'ai été chanceuse, j'étais avec, à partir de 83, j'étais avec Louis. Donc, ma vie sociale dans une compagnie était pas avec les autres danseurs. J'avais quelques amis, mais j'avais beaucoup plus d'amis en dehors de la compagnie. Pour moi, c'était important de faire la différence entre ce qui se passait pendant la journée et le soir. Donc, je pense que ça m'a aidé beaucoup. Je sortais rarement avec des danseurs. Et puis, quand je suis rentrée au Grand Ballet canadien, on m'avait offert le poste de première danseuse. Et j'ai refusé, justement à cause de cette raison-là. Je voulais tranquillement rentrer dans la compagnie. Donc, j'ai dit non, j'aimerais mieux être soliste. Et pour commencer, pour pas arriver puis prendre la place des autres. Et ça, je pense que ça a aidé beaucoup, beaucoup. Et tranquillement, je me suis fait une place au Grand Ballet canadien, mais je ne suis pas arrivée en tant que première danseuse. Bien sûr, dans les sylphides aussi, et puis par la suite, tous les grands rôles classiques. Quel est celui que vous préférez? Gisèle. Gisèle est vraiment le rôle, pour moi, le rôle le plus complet. Pourquoi? Parce qu'il touche à tout.
à la technique, à l'émotion. Gisèle n'est pas, c'est comme le Lac des Cygnes, n'est pas la même personne entre le premier acte et le deuxième acte, mais aussi parce que c'est un ballet qui est extrêmement difficile. Elle est là beaucoup sur scène, Gisèle, et tu te dis, je me rappelle, à chaque fois que je terminais le premier acte, je me disais tout le temps, je ne serai jamais capable de faire le deuxième acte, parce que émotivement, tu es complètement, parce qu'elle termine avec ce qu'on appelle le Matsi, la scène de la folie. Et même si elle ne bouge pas beaucoup, émotionnellement, c'est très, très, très intense. Et moi, je finissais souvent en pleurant et je me disais, là, il faut que je me maquille, il faut que je change complètement de rôle. Et la force qu'on trouve en soi, c'est immense. Et puis, je pense que c'est pour ça que c'est... le classique, c'est ça aussi. Puis le classique aussi, ce qui est... Quand tu passes à travers d'un rôle classique, c'est énormément difficile parce que tu es comparé. Toujours comparé. Encore cette notion de rivalité féroce. Ça, exactement. Ce que tu n'as pas dans un rôle contemporain aussi. Quand tu crées un rôle, ou même quand tu fais des chorégraphes d'aujourd'hui, des chorégraphes où rarement tu es comparé. Mais en classique, moi je me rappelle, Annick, tu me faisais penser à Margot Fontaine. J'ai vu Natalia Makarova. j'ai vu telle personne. Et tu es constamment. Et sans compter que c'est la Taglioni, par exemple, c'est quoi? C'est 1832, quelque chose comme ça? Exactement. Qui a créé la sulfide, ensuite Gisèle. Oui. Donc, la comparaison est longue. Oui. Mais l'effort en vaut la peine. Et je pense que quand tu passes au travers d'un rôle comme ça, d'un rôle classique aussi, c'est extrêmement satisfaisant. Est-ce que la discussion avec le chorégraphe est essentielle? Oui. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Comment ça se passe? Et ça dépend du chorégraphe. Ça dépend... il y a des chorégraphes comme, je pense à James Kudelka, qui ne parle pas beaucoup. Qu'il faut aller chercher un petit peu plus. Il y en a d'autres qui, finalement, donnent des images toujours. Et c'est... Alors, tu vas chercher le plus que tu peux avec le chorégraphe. En tout cas, pour moi, c'était important. La relation avec le chorégraphe était la chose la plus importante. S'il n'y avait pas une bonne relation avec le chorégraphe ou le maître de ballet, pour moi, c'était un ballet manqué. Pour moi, c'était un échec. Même avant d'avoir dansé. Encore une fois, on retrouve la relation dont on parlait dès le départ. Ça. Votre sœur, d'une certaine façon, un peu aussi avec Louis Robitaille, parce que c'est encore une sorte de cocon dont vous allez sortir. Mais c'est toujours cette importance de la relation chez vous. Oui. Puis le processus, la scène est importante, mais moi, la scène n'a jamais été ce qui a été mon but. Pourquoi je faisais de la danse, ça n'a jamais été la scène. La raison pourquoi j'ai arrêté de faire de la scène et que je ne m'ennuie pas de la scène, c'est justement c'était pas le but. Pour moi, c'était le processus. C'était justement les relations avec les autres danseurs, avec mon partenaire, avec le chorégraphe qui devenait le plus important. Donc, d'une certaine façon, c'est le travail en studio. Le travail en studio, oui. Et que ça devienne à la fin un échec ou un succès. Pour moi, si c'était un échec à la fin sur scène et que le processus avait été extraordinaire avec le chorégraphe et les danseurs autour, pour moi, c'était un succès. Pour moi, c'était ce qui était le plus important. D'ailleurs, vous voyez, on n'est pas sur la scène de l'Agora, mais on est dans le labo qui est justement le lieu des résidences et du travail de studio. Quelle est la part de la musique dans tout ça? Mais moi, je suis la musique, pour moi, c'est extrêmement important. Mais elle arrive à quel moment dans votre préparation? Moi, j'ai été habituée tout de suite avec Eddie Toussaint, qui était extrêmement musical, travaillait toujours avec de la musique. J'ai appris, avec certains chorégraphes, de travailler un rythme et après ça, de mettre la musique.
Mais ce que je préfère, c'est de commencer avec la musique. Mais ça dépend des chorégraphes aussi. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est très important. Et de sentir, et quand j'aime une musique, de sentir la musique, en fait, c'est comme si on représente les notes, hein, de la musique. Le corps représente les notes. Et le meilleur exemple, c'est Yeri Kilian. C'est le chorégraphe Yeri Kilian qui est pour moi un des... Wow. On va en parler. Revenir sur Kilian et finir sur lui. Simplement, dans ce processus, je voudrais vraiment qu'on en parle parce que ça me paraît essentiel. Justement, donc ça voudrait dire, en fait, d'une certaine façon, que l'important, c'est ce qui se passe avant même la reconnaissance du public. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est, pour moi, moi je dis la danse, c'est ma vie. Je ne pourrais pas passer... c'est toute ma vie. C'est pas justement, c'est pas la scène, c'est tout le... Donc c'est le processus de créativité. Est-ce que oui. ça veut dire par là que vous étiez un peu imperméable aux critiques ou à la reconnaissance publique? Je pense que oui, ça blesse. C'est sûr que quand on a des mauvaises critiques, et ça m'est arrivé, c'est sûr qu'on n'est pas imperméable, on ne se dit pas non, c'est pas grave, ça nous touche quand même, parce que des fois c'est des rôles qu'on a travaillé tellement fort, on y a tellement cru, et puis là, on se dit, mais comment ça se fait que finalement, j'ai pas réussi à... Alors, on va regarder de nouveaux extraits de contemporains, cette fois-ci, en passant. Et ça, c'est pour passer à la partie, donc vous rentrez en 1989 au Grand Ballet. Oui. L'année d'après, donc vous commencez comme soliste parce que vous le souhaitez. Oui. Mais l'année d'après, vous êtes première danseuse. Oui. Et là, évidemment, c'est un vivier de chorégraphes du répertoire classique, mais on ne va plus en parler, mais de chorégraphes contemporains, oui. Absolument essentiels pour le XXe siècle. C'est Épisode et Apollo de Balanchine. Oui. Qui est un chorégraphe qu'on dit de répertoire classique, mais c'est un chorégraphe contemporain. Hein? Oui, mais c'est ça, j'allais vous dire, pourquoi est-ce qu'on dit, bon, Balanchine, c'est le néoclassique? C'est le néoclassique, c'est ça. Mais c'est pour moi quand même, c'est pas du répertoire classique. C'est un chorégraphe qui est quand même Alors c'est une chose que je contemporain. veux vous demander à vous. Bon, mettons que j'ai une sorte de définition personnelle, mais j'aimerais que c'est vous qui la donniez. Quand on fait, par exemple, on dit, par exemple, d'Édouard Locke, ou, bon, je donne cet exemple-là, mais on en connaît d'autres, évidemment. Quand un chorégraphe contemporain utilise les pointes, utilise des danseurs de formation classique, etc., jusqu'à quel point le ballet est contemporain, et finalement, c'est quoi les critères de la contemporanéité? Moi, je pense que c'est un chorégraphe. Bon, Balanchine est mort, je dirais que c'est... le répertoire, pour moi, c'est différent entre le répertoire classique. Et quand je parle du répertoire classique, c'est vraiment tous les ballets... c'est le ballet romantique. Exactement. De 1832-1870. Exactement. Donc, là, bon. Et puis, c'est européen. Alors, il y a ce exactement, repère-là. exactement. Oui. Balanchine est entre les deux. J'ai hâte de voir comment on va... mais dans les années 80... Georges Balanchine était un chorégraphe contemporain, de ballet contemporain. Qu'est-ce qu'il avait justement changé? Et pourquoi est-ce que c'est un de vos chorégraphes fétiches? Vous avez dansé plus de 10 ballets de Balanchine. Et je me souviens que vous m'aviez dit lors d'une entrevue que ça vous allait bien, finalement. Oui. Balanchine, pour moi, c'est vraiment... J'aurais aimé danser pour Georges Balanchine. Et c'était, pour moi, j'étais à l'aise dans ces ballets. Et je me sentais bien. Et encore, comme je disais, dans le répertoire classique, comme je disais, c'est des ballets satisfaisants. Danser du Georges Balanchine, c'est extrêmement satisfaisant. Parce que c'est dur, mais en même temps, c'est organique. Et en tout cas, pour moi, ça l'était. Et puis, c'était vraiment un style où j'étais bien. Il a développé donc tout son savoir russe, de là où il vient, mais aux États-Unis. Est-ce que c'est la réunion justement entre ces deux pôles
Probablement, la technique. Le pays de la naissance du contemporain avec le pays de la naissance du classique, C'est ça. d'une certaine façon. Exactement. Et puis d'avoir parce qu'il a fait vraiment une école, hein, Oui. aussi. Ah oui, oui. Il a fait un style, Georges Balanchine, il a vraiment un style très particulier. Et puis, très étrangement, moi, quand j'ai dansé le Lac des Cygnes en France, il y avait une des critiques qui m'appelait la danseuse au style de Balanchine. Donc, c'était vraiment un style, les bras, les poignets, la vitesse des pieds aussi, la vitesse des pieds, les déhanchements, qu'il n'y a pas dans le répertoire classique, dans les ballets romantiques. Donc, c'est lui qui a commencé à mettre des filles sur pointe puis à faire des déhanchements. On n'avait jamais, jamais vu ça. Donc, il a amené complètement un autre style. Justement, là, on va regarder les autres extraits qui sont ceux de donc, alors cette fois-ci de Forsythe et de Nacho Duato. Est-ce que pour vous, ça continue dans le néoclassique, là, où on est vraiment dans un répertoire plus contemporain? Je rappelle que c'est toujours vous avec les grands ballets canadiens de Montréal. Oui. Alors ça, c'est Hurlik de William Forsythe. Et William Forsythe qui est reconnu comme un chorégraphe extrêmement contemporain. Et ce ballet-là, il a fait ça en 1976 et il a fait ça dans un workshop. Il dansait au ballet de Stuttgart et il a chorégraphié pour un workshop comme danseur. Et il avait pris 2 danseurs et dont Reed Anderson, qui est devenu le directeur, qui a été directeur au Ballet National et qui est maintenant directeur artistique de Stuttgart Ballet. Ça a été créé pour Reed Anderson. Il a fait ça en 1976 et pour moi, c'est vraiment un petit bijou, Hurlik. Et très étrangement, quand on l'a repris, Louis et moi, on a été les derniers que William Forsythe a donné la permission de faire Hurlik. Parce que pour lui, Hurlik, c'est son premier ballet, c'est plus ce qu'il fait du tout aujourd'hui. Et c'est extrêmement dommage parce que c'est vraiment un petit bijou. Mais maintenant, vous ne pouvez plus le voir. Il n'y a plus personne qui le fait. Alors, du répertoire. Pendant qu'on regarde justement Nacho Duato. Je voudrais que vous me disiez quels sont les chorégraphes contemporains cette fois, parce qu'on a parlé des... et puis parmi les directeurs artistiques, vous en avez passé quand même quelques-uns pendant que vous étiez au Grand Ballet canadien. Est-ce qu'il y avait des... Je dirais pas plutôt des préférences, mais quelles étaient les couleurs qui vous allaient mieux, je dirais? Dans les chorégraphes, vous voulez dire? Oui, dans les chorégraphes, mais je pense... chorégraphes, mais aussi dans les périodes de directeur artistique. Avec Larry Road, en fait, j'ai été chanceuse parce que j'ai passé deux directeurs artistiques. Oui. D'abord, Larry Road. Donc, avec Larry Road, j'ai découvert Nacho Duato, Balanchine, j'ai découvert Yeri Kilian, qui est très, très important pour moi. James Kudelka. James Kudelka, pour moi, est un génie de la danse. C'est un grand chorégraphe. Alors là, par contre, c'est la période Gradimir Pankov. Ça, c'est Gradimir. Qui arrive en 99. Oui. Et donc, effectivement, c'est la dame de pique qu'on m'avait dit que dans ce ballet donc, de Kim Brandstue, vous m'avez dit j'ai appris à danser différemment. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Kim le chorégraphe, n'est pas un réel chorégraphe. Kim n'a pas dansé. Donc, ça veut dire qu'un chorégraphe doit avoir dansé? Bien, il doit être capable de démontrer les pas et d'expliquer ce qu'il veut. Il y a des termes dans les pas. Et Kim vient du monde du cinéma. Et c'était extrêmement intéressant parce que lui nous disait à Mario Radakovsky et moi, parce que c'était mon partenaire, l'intention, ce qu'il voulait. Donc, en fait, c'était la première fois que je me retrouvais dans une si grande créativité.
Parce qu'en fait, c'était vraiment de pouvoir chorégraphier parce qu'il me disait, bon, écoute, Annick, moi, je te vois, tu cours, tu te lances sur Mario, tu tournes, j'imagine que tu tournes, et puis on chorégraphiait pour lui. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et c'est là où j'ai l'impression que ma façon de danser a changé, ou a évolué. Je dirais plutôt évolué. Peu d'années avant, vous étiez aussi devenue maman. Oui. Aujourd'hui, les danseuses se permettent d'être mères, même les danseuses classiques, parce que la question se pose beaucoup plus tôt, mais ça a longtemps été une question Avant, taboue. c'est Comment vous vrai. l'avez vécu et qu'est-ce que ça a changé dans votre propre vie d'artiste, d'interprète, je dirais? Mais moi, c'était, je pense que c'était tellement important d'avoir un enfant pour moi. Et c'était tellement, tellement, tellement voulu. Et je pense que j'étais prête aussi au moment où c'est arrivé. J'avais une belle carrière et puis pour moi, c'était vraiment important. J'avais besoin de... Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a fascinée, c'est un peu l'oubli de soi aussi. Hein? On est tellement concentré sur nous-mêmes en tant que danseur, on n'a pas le choix. Hein? C'est pas parce qu'on est, comment dire, on fait juste penser à nous, mais on a un besoin. Hein? La danse, il faut le dire, c'est un métier qui est dur. Vous avez prononcé le mot d'obsession, donc il y a aussi... bon, exactement. C'est un monde clos quand même. Exactement. Et quand Sandrine est arrivée, j'avais quelqu'un à m'occuper et j'avais moins le temps de s'occuper de moi et je me suis rendu compte que ça m'aidait. Ça vous a rendu meilleure? Ça m'a rendu meilleure, oui. Oui, une meilleure danseuse, oui. Quand vous repensez à toute cette décennie, enfin vous êtes resté de 89 à 2006 au Grand Ballet, c'est énorme, mais dans la dernière décennie, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué et pourquoi? Je pense que le gala, mon dernier gala a été un moment très, très important au Grand Ballet canadien. Vous avez choisi le programme. J'avais choisi le programme avec Radimir. Il y a eu plein de cadeaux. Travailler avec José Navas aussi, ça a été un cadeau pour moi. Oui, José Navas vous a fait un solo... Exactement. Extraordinaire, tout à fait. Extraordinaire. Son premier ballet sur pointe. Et là, maintenant, il chorégraphie au ballet British Columbia sur pointe. José Navas qui était ici dans la série Visage de la danse au mois de... Puis qui est un chorégraphe important pour la maison. Oui. Et de me retrouver aussi sur scène avec, dans Nos, de Stan Sillis. C'était pour moi, tout le monde me disait, mais comment ça se fait? C'est vous qui l'aviez choisi? Oui, je l'avais choisi. La décennie Gradimir Pankov, c'est la découverte de Didi Veldman. Oui. Kim Brastrup, Didi Veldman, mais aussi Stan Sillis. Orad Naharin. Oui. Pour vous, c'était vraiment une évolution. Et puis cette évolution-là des grands ballets, ça... Ben, je pense que on y va avec la direction artistique. Pour moi, ça a été des découvertes aussi. Ça a été un changement aussi de travail avec ce que Gradimir a apporté aussi. Mais j'ai vécu tellement de choses aussi avec Larry Rode aussi qui m'avait... non, Stan Sillis, pour moi, c'était important, ce ballet Nos, parce que c'est 24 danseurs, c'est 12 garçons, 12 filles qui dansent ensemble pendant 30 minutes et il n'y a pas de rôle principal. Et c'était pour moi de dire que c'est ça, les grands ballets canadiens. Ça devient aussi une famille. Et c'est pas parce que tu fais un premier rôle que tu n'as pas une relation. Pour moi, c'était aussi intense de danser avec les autres dans un corps de ballet que de danser soliste. Quand même, c'est les dernières images qu'on va voir. L'hommage que vous avez voulu rendre à Yeri Kilian, d'abord pour le Festival de Saint-Sauveur, dont vous êtes directrice artistique depuis 2005, et puis aussi pour le présenter. Pourquoi et comment? C'est justement ce que je parlais, l'importance qu'on voit, que les gens ne voient pas. Quand ils voient un ballet,
ils ne connaissent pas le chorégraphe. Ils n'ont pas la pensée du chorégraphe. Comment le chorégraphe travaille avec l'interprète. Et pour moi, Yeri Kilian est un génie. Je ne l'ai pas rencontré souvent, j'ai travaillé qu'une fois avec lui, mais j'ai quand même travaillé avec ses maîtres de ballet. Et ces maîtres de ballet représentaient ce que Yeri voulait. Et c'est la raison pourquoi j'ai monté Kilian le Grand, le spectacle Kilian le Grand, où justement on entend Yeri, on voit Yeri expliquer sa relation avec les danseurs, comment il trouve son inspiration, ce qu'il trouve dur en tant que chorégraphe, comment il crée, comment il est dans un studio. Et pour moi, c'était ça qui est important, qu'on sache un peu, qu'on voit l'arrière-scène aussi. Brièvement sur l'école, brièvement, on pourrait faire juste une entrevue là-dessus, mais vous avez choisi, et je retiens beaucoup ça, non seulement les relations, mais aussi le fait de transmettre le sens de la danse, c'est ce que vous avez dit, ce que vous avez demandé aussi à Yeri Kilian, le pourquoi. Vous disiez tout à l'heure, j'ai besoin de savoir pourquoi, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arrière. Quelles sont vos priorités aujourd'hui pour l'école supérieure de ballet contemporain que vous dirigez, dont vous êtes la directrice artistique depuis mai 2010 ? Quelles sont les priorités? Ça veut dire aussi quels sont peut-être les manques ou les nouvelles orientations qui vous semblent indispensables aujourd'hui? Bien, en fait, les priorités, c'est d'en faire des interprètes d'exception avec une formation de haute qualité. Ça, c'est les priorités, c'est ce que je regarde en premier. Et aussi la visibilité de la danse aussi, ça passe par là, de faire connaître la danse et de découvrir des jeunes qui ne penseraient pas qui ne penseraient pas à devenir des danseurs et de leur faire découvrir une discipline. Et même s'ils ne terminent pas en tant que danseurs, c'est tellement un plus, c'est tellement quelque chose de plus pour leur vie. Et à cause de la discipline, à cause de ce que la danse représente, moi j'ai vu des jeunes qui sont passés par l'école et qui sont devenus des êtres humains extraordinaires grâce à la danse, même s'ils n'ont jamais été des danseurs professionnels. Et c'est ça la danse. Mais en premier lieu, c'est qu'ils deviennent des interprètes tout à fait exceptionnels, avec une belle formation. Comme vous êtes né au début des années 60, vous avez vu tout le développement de la danse québécoise, en fait. Qu'est-ce que vous diriez de la danse québécoise aujourd'hui et de son évolution fulgurante? Oui, exactement. Ce que je dirais, moi, je suis encore fière. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu moins fiers de ce qui se passe en ce moment. On a eu les années 80, les années 90 où ça a été tout à fait fulgurant, comme vous l'avez dit. Mais je pense on a notre identité propre ici. On a une façon de voir la danse extrêmement différente de d'autres pays. On a une force de créativité extraordinaire. Et ça, même qu'on quitte le Québec, on s'en aperçoit aussi quand disons qu'on est à Toronto. Même quand on parle avec des danseurs à Toronto, des chorégraphes qui sont à l'extérieur du Québec, Montréal, il y a quelque chose de vraiment spécial. Comment vous définiriez cette spécificité dont vous parlez, cette identité? Je ne sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, puis j'en parlais justement avec Josiane Sidemus, qui est venue à l'école, qui est une danseuse qui a travaillé avec Balanchine, qui a fondé Danse Transition, qui est maintenant à Toronto. Et elle a passé 2 semaines avec nous à l'école, et elle m'a dit, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a tellement quelque chose de spécial qui se passe ici au Québec, et même chez les chorégraphes, mais même chez les interprètes. Est-ce que aussi. c'est parce que c'est un lieu de croisement? Parce que c'est un lieu de croisement d'influence, en fait. Peut-être.
Mais il y a quelque chose qui est vraiment instinctif et c'est vraiment fait avec le cœur, hein, je pense. Je regarde les jeunes, ils sont vrais. Je pense qu'on est vrai ici au Québec. En fait, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne